Et c'est donc un premier test grandeur nature pour la stratégie de la Réserve fédérale américaine face à l'inflation. Notamment, on en parle avec Bastien Dru qui est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, il faut se souvenir que la Fed a fondamentalement changé sa stratégie en août dernier. Après une revue stratégique menée pendant un peu plus d'un an, la Fed nous dit désormais que l'inflation n'est plus son sujet prioritaire. Sa priorité est de mener l'économie américaine au plein emploi, de faire tourner cette économie américaine à plein régime, et que le regard sur l'inflation a fondamentalement changé puisque la Fed désormais regarde l'inflation en moyenne sur un cycle et non plus forcément en instantané dans l'immédiat. Et donc je le disais, Bastien, c'est un premier test grandeur nature pour cette nouvelle stratégie puisque on a à la fois de l'inflation, une inflation manifeste depuis quelques mois maintenant aux États-Unis dans des proportions historiques, et en même temps un marché du travail, alors avec pas mal de bizarreries, mais qui est loin encore d'être revenu au plein emploi. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la tonalité du discours demain soir de Jérôme Powell, et quels vont être les facteurs qui vont influencer la communication de la Fed à ce stade, selon vous, Bastien ? Alors, ça fait beaucoup de questions. Donc là, oui, vous aviez raison de rappeler que la Fed a changé de stratégie de politique monétaire en août dernier. Elle est passée à une stratégie d'average inflation targeting, ce qui veut dire qu'elle est censée laisser dépasser l'inflation quelque temps par rapport à sa cible de 2% pour compenser les périodes pendant lesquelles l'inflation a été justement inférieure à 2%. Et maintenant que l'inflation est à 5%, on a donc ce premier test pour la Fed qui se pose, et on peut se demander si la Fed ne va pas craquer et resserrer sa politique monétaire avant d'avoir attendu que l'inflation dépasse pendant un certain temps sa cible des 2%. Et là, on voit aussi l'un des problèmes qu'il peut y avoir avec cette stratégie d'average inflation targeting, c'est qu'en fait, les choses n'ont jamais été vraiment précisées au sujet de l'average inflation targeting. Combien de temps l'inflation doit se retrouver au-dessus de la cible de 2%, finalement, on ne sait pas très bien. À quel niveau elle peut se situer au-dessus des 2%, on ne sait pas très bien non plus. Donc les choses ne sont pas forcément très claires. Ceci dit, pour demain soir, je pense que la Fed ne devrait pas changer grand-chose, elle ne devrait pas annoncer grand-chose. Il faut rappeler que la Fed a un mandat dual, c'est le plein emploi et c'est la stabilité des prix, et que s'il y a un mandat à privilégier, la Fed va toujours choisir le marché du travail. Et là, ce qu'il faut rappeler, c'est que on a encore 7 millions, à peu près 7 millions d'emplois qui sont manquants par rapport à avant la crise. Et c'est pour ça que le moment n'est pas encore, il n'est pas du tout question pour la Fed pour le moment de durcir vraiment sa politique monétaire. Alors néanmoins, ça sera vraiment pas une partie de plaisir, la conférence de presse pour Jérôme Powell, parce que la situation est complexe par rapport justement à ces deux parties du mandat. La situation, elle est complexe notamment sur l'inflation, parce que le narratif de la Fed, ça a toujours été de dire que cette hausse de l'inflation a été tout à fait transitoire. Il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur les prix des véhicules d'occasion, des billets d'avion, des nuits d'hôtel, ça on entend un petit peu partout. Ceci dit, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y a des accélérations de prix aussi pour les services de restauration, pour les services de ménage, pour les services de jardinage, pour les articles de sport, pour l'électroménager, pour l'ameublement. Pour tout ce que je viens de citer, on a une inflation qui se retrouve au plus haut niveau depuis plusieurs décennies. Donc il y a beaucoup de biens et de services, donc voilà, pour lesquels les prix augmentent beaucoup et pour lesquels on ne sait finalement pas très bien si la hausse des prix est transitoire ou pas. Et vraiment là, on attend Powell savoir est-ce qu'il va citer tout ça, qu'est-ce qu'il va en dire, est-ce que il va citer le fait qu'il faudrait être vigilant sur cette évolution de prix. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faudra essayer de suivre très précisément, très finement dans la conférence de presse de demain. Et après, sur le mandat de l'emploi, il y a aussi la situation est vraiment compliqué parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 7 millions et demi d'emplois qui sont manquants par rapport à avant la crise. Donc ça, c'est plutôt des caractéristiques de début de cycle, mais on a aussi beaucoup de caractéristiques de fin de cycle, parce que le nombre de postes ouverts, il est actuellement de 9,3 millions. Ouais. Il y a 9,3 millions de postes ouverts. C'est exactement le même nombre qu'on a de chômeurs actuellement aux États-Unis. Et ça, c'est plutôt quelque chose qu'on observe en fin de cycle, hein, quand on commence à avoir le nombre de postes ouverts et le nombre de chômeurs qui commencent à converger. C'est plutôt quelque chose qu'on observe en fin de cycle et pour lesquels on observe généralement des accélérations de salaire. Et on voit déjà des accélérations de salaire dans certains secteurs. Et ça, on aimerait bien savoir ce qu'en pense la Fed et les membres du board. On
sais qu'il y a notamment un membre du board, Randall Kars, qui a cité il y a quelques jours qu'il y avait des pressions salariales dans l'économie américaine. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, et c'est quelque chose que la Fed maintenant reconnaît. Donc qu'est-ce que la Fed a à dire sur le sujet? Ce sera aussi ça qui sera à suivre. Puis je terminerai simplement en disant que la situation dans laquelle se trouve la Fed est aussi complexe parce que la politique de quantitative easing, elle est de moins en moins efficace. Il y a actuellement tellement de liquidités sur le marché que la Fed est obligée d'en emprunter tous les jours dans des opérations de reverse repo, dont les montants augmentent un petit peu tous les jours depuis début avril. Et actuellement, la Fed qui emprunte sur les marchés à peu près 600 milliards de liquidités, tout simplement parce qu'il y en a trop, quoi. Donc là, on voit bien que le QE est en train de devenir de moins en moins efficace. Puis le dernier point, c'est que on pourrait aussi mentionner le fait que la Fed achète à peu près la moitié des MBS, les titrisations hypothécaires qui arrivent sur le marché, à un moment où le prix médian des transactions immobilières a augmenté de 19% sur un an, et c'est quelque chose qui s'est tout simplement jamais vu depuis qu'on a ces statistiques. Donc on peut aussi critiquer la Fed sur le fait qu'elle serait en train de favoriser l'émergence d'une bulle sur le marché immobilier, en tout cas de favoriser une hausse très forte des prix, et c'est aussi ce qu'on peut reprocher à la Fed, quoi. Donc voilà, il y a une politique de QE qui devient de moins en moins efficace. Et donc vous dites, face à toutes ces complexités, Bastien, la meilleure stratégie pour la Fed, à ce stade, demain soir, dans la communication de demain soir, c'est d'essayer de ne rien changer. Elle va essayer de ne rien changer, tout en reconnaissant, en devant reconnaître qu'il y a des évolutions, il y a des accélérations de l'inflation, qu'il y a peut-être une petite partie qui n'est pas transitoire. Je pense qu'ils vont essayer de botter en touche en disant qu'il faut avoir un peu plus de chiffres. Je pense que c'est là qu'on va se situer. Et puis aussi, ce qu'on peut dire, c'est que la Fed attend probablement aussi le résultat des négociations sur le plan d'infrastructure. Et oui. Parce que si on regarde à plus long terme, Bastien, et c'est quand même important pour une banque centrale de se projeter justement sur le temps long, sur l'idée d'une croissance potentielle nouvelle peut-être aux États-Unis, il y a beaucoup d'inconnus dans cette équation de long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les plans d'urgence, les plans de soutien, tout ça a été voté, les chèques ont été envoyés, pas de sujet. Mais sur le programme budgétaire des prochaines années du cycle américain, que ce soit à travers les infrastructures, à travers la politique familiale, il y a beaucoup d'inconnus. Ne serait-ce que déjà la taille de ces programmes budgétaires et des déficits qu'ils vont engendrer. Et sur le plan politique, on voit d'ailleurs que les négociations, alors il faut les suivre au jour le jour comme vous le faites, Bastien, mais pour comprendre que ces négociations sont beaucoup plus compliquées que les négociations qui visaient à envoyer des chèques aux ménages. Ah oui, là c'est encore très très flou ce qui se passe au sujet des négociations sur le plan d'infrastructure. Joe Biden avait annoncé l'American Jobs Plan, donc c'est le plan d'infrastructure de 2250 milliards sur 8 ans. Il l'avait annoncé fin mars. C'est déjà 3 mois. Et on ne sait toujours pas où on va, on ne sait toujours pas ce qui sera adopté. Biden avait tenté des négociations avec les républicains directement, ça n'a pas marché. Actuellement, il est en train de tenter une négociation avec un groupe de sénateurs bipartisans. On devrait en savoir un petit peu plus sur les jours qui arrivent. Mais au final, est-ce qu'on part sur un plan de 1200 milliards soutenu par les républicains? On ne sait pas. Est-ce qu'on part sur un plan de 2250 milliards qui ne sera soutenu que par les démocrates? On ne sait pas. Est-ce qu'on part sur rien du tout? C'est aussi une possibilité. Et tout ça fait un peu penser à ce qui s'était passé en 2017 lorsque Trump avait voulu faire passer sa réforme de la santé. Le camp républicain était assez divisé à l'époque. Ces négociations avaient traîné pendant des semaines, pendant des mois, et du coup, et avaient échoué, ce qui avait finalement déjà entamé la crédibilité de Trump sur sa capacité à entamer les réformes qu'il avait annoncées, et ça avait correspondu avec une baisse des taux longs assez marquée sur le premier semestre de l'année 2017, et on peut penser que ce à quoi on assiste sur les dernières semaines, c'est un peu l'équivalent de ce qui s'était passé sur la première partie de l'année 2017. Et alors évidemment, si des mesures supplémentaires étaient actées, des mesures de soutien budgétaire, notamment de plans d'infrastructure étaient actées par la Maison Blanche et par le Congrès, ça faciliterait vraiment les choses pour la Fed. Et à ce sujet-là, pour terminer, il y avait
avait Jérôme Powell qui avait, en conférence de presse, bien insisté sur le fait que, pour lui, le fait qu'un plan d'infrastructure soit adopté, ça avait beaucoup plus de valeur qu'un simple plan, entre guillemets, de soutien budgétaire. Pourquoi ? Parce qu'un plan d'infrastructure, selon lui, selon la philosophie de la Fed, eh bien, ça vient faire remonter la croissance potentielle, ça vient faire remonter le taux neutre, les taux d'intérêt d'équilibre, si on veut, et en fait, ça faciliterait vraiment la conduite de la politique monétaire, la normalisation de la politique monétaire de la Fed serait vraiment facilitée par cette adoption d'un plan d'infrastructure. Une équation complexe donc pour la Réserve fédérale américaine. Bonne réunion de la Fed à vous, Bastien. La communication est attendue demain soir. Bastien Druck est avec nous par téléphone. Les équipes de CPR Asset Management qui nous accompagnent chaque mardi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.